Live 365, on est de retour. Merci d'être avec nous tous les samedis, tous les dimanches aussi. Deuxième et dernière édition de week-end ce soir, 20h minuit, 4 heures de direct non-stop. On va parler foot US en France. Comme chaque dimanche, Thomas Depape, le rédacteur en chef du magazine Force & Goal, est avec nous. Bonsoir Thomas. Je rappelle que Force & Goal, c'est le magazine du foot US. En France, on va parler avec vous de la 7e journée du championnat de France, la 7e journée du casque de diamant, avec la victoire, enfin, presque, j'ai envie de dire, des Black Panthers de Thonon. Alors, ils avaient déjà gagné, mais ils commencent à retrouver une dynamique positive. On rappelle que Thonon, c'est le finaliste perdant de la saison passée. Tout à fait. Thonon, je l'ai dit, je crois depuis le début, c'est un vrai diesel. Une fois il a du mal des fois à se lancer, il y a des petits ratés, c'est comme souvent avec les véhicules diesel. Par contre, une fois qu'il est lancé, bon courage pour l'arrêter parce que c'est très difficile. Alors là, ils ont gagné assez largement sur le score, 20-6. Par contre, sur la physionomie du match, ça aurait pu être beaucoup plus serré. C'est vrai que les Kangourous ont mené dans le match assez vite. Derrière, les Kangourous auraient pu aller un peu plus loin. Ils ont eu des occasions. 2 fois, ils ont des balles qui doivent catcher dans leur but, qui pourraient les mettre devant et faire un score beaucoup plus serré. Ça n'a pas joué pour eux. Une fois, c'est une décision d'arbitrage, une petite faute. Une fois, c'est un ballon qui est relâché par leur apport Chris Washington. Mais on va dire que les Kangourous n'ont pas démérité. Par contre, derrière, il y a eu un super Stéphane Yepmo. Ça fait un moment, je l'avais cité, dans les joueurs qui ont vraiment surpris cette année, une des vraies révélations du championnat. Un joueur qui vient de la Détroit, de Strasbourg, des Minotaurs de Strasbourg. Et bon, il a été impérial. Il marque 2 fois et il a été impérial comme beaucoup de fois cette année. Vraiment un sacré joueur à suivre. Lui. Voilà. Victoire 20-6, donc on suivra les Black Panthers qui sont en train de remonter au classement. Thonon qui s'est imposé 20-6 face à Pessac, les Kangourous de Pessac qui, je vous le rappelle, sont promus dans ce championnat de France élite du casque de diamant. On va parler d'Amiens, le finaliste vainqueur, le champion en titre, les Spartiates d'Amiens qui présentent la particularité de ne pas encore avoir gagné cette saison. Tout à fait. Alors, ils ne sont pas les seuls, parce qu'il y a Grenoble aussi qui est dans le même cas. Mais c'est vrai que pour un champion en titre, c'est une année qui suit assez peu évidente, assez difficile. Sur le match, ils ont remonté les choses. Alors, c'est vrai qu'il y a du positif. Ils ont changé leurs 2 imports. Leurs 2 nouveaux Américains sont arrivés il y a quelques semaines. Et depuis, on sent que l'équipe a une meilleure dynamique. Ils ont un nouveau QB, Zach Waltz, qui les aide bien. Il a lancé quasiment 400 yards sur le match. Par contre, en face, il a eu Verica qui en a lancé plus de 500 et 7 touchdowns. Donc, c'est vrai que voilà. Donc, c'était assez offensif, la rencontre entre les Spartiates d'Amiens et les Cougars de Saint-Ouen-l'Aumône. Voilà, les 2 défenses ont été quand même assez à la pêche. On va dire que la défense des Spartiates a été à peu près bonne. Plus on se rapprochait de la ligne et plus on s'en éloignait. Donc, c'est-à-dire la défense longue contre la passe a été un peu aux fraises. Ils font 2 interceptions. Ils ont des choses, mais c'est vrai qu'ils ont été découpés par Marc Verica. À l'inverse, les Cougars, on le sait aussi, c'est pas leur grande force, la défense. Elle a des fois des problèmes de constance. Et là, ils ont été relativement exposés. Donc, on va dire les Spartiates en amélioration. Offensivement, c'est clair, avec Zach Waltz. Ils ont Jesse Kierstetter, qui est un très très bon linebacker. Ils ont vraiment trouvé une perle là, aux États-Unis. Le linebacker, quand on utilise les termes anglais, on doit les expliquer aux téléspectateurs. Alors, je crois qu'au Canada, on appelle ça un secondeur, si on voulait le faire. Alors en fait, le linebacker, c'est un joueur qui est entre la défense longue et vraiment la première ligne de défense. C'est un joueur qui a cette possibilité de polyvalence, justement, puisque c'est un joueur qui va avoir une bonne lecture du jeu, qui va autant aller chercher à blitzer, donc blitzer, c'est-à-dire aller attaquer la ligne, ou reculer en arrière en couverture. Donc c'est un peu les capitaines de la défense. Autant en attaque, on a le quarterback qui est un vrai capitaine, autant le linebacker, et surtout le linebacker central, est considéré comme vraiment celui qui va être le leader de la défense, celui qui va ajuster sa défense. Et il a cette versatilité de jeu. Alors que dans les autres positions, on va avoir des jeux plus normés. Lui, il a la possibilité d'être autant en couverture qu'en attaque, qu'en attaque du ballon. Il va aller chercher le coureur, il va défendre sur des receveurs. Voilà, c'est vraiment un poste clé dans le football. Et là, Amiens a trouvé un très très bon joueur, la personne de Jesse Kierstetter. Maintenant, ça n'a pas suffi et les Cougars n'ont jamais été vraiment inquiétés. Ils ont failli à un moment à 13 points d'écart revenir, mais bon, c'était trop juste. Et donc 44-30 pour les Cougars, ça fait un score quand même assez large encore à la fin. Donc c'est l'info de cette 7e journée du championnat de France du foot US, le casque de diamant en France. Les Spartiates d'Amiens, tenants du titre, toujours 0 victoire après 7
journée. On passe à l'autre club qui a également 0 victoire depuis le début de la saison, les Centaures de Grenoble qui recevaient les Dauphins de Nice. Les Dauphins de Nice qu'on avait mis dans les outsiders lorsqu'on s'était rencontrés pour l'avant-championnat. Nice qui est allé s'imposer logiquement du côté des Centaures. Logiquement, mais en même temps, c'est vrai que la physionomie du match n'a pas été aussi évidente pour Nice qu'on pouvait s'y attendre. On s'attendait à ce que Nice gagne. Maintenant, sur le match, Grenoble a mieux fait que défendre sa peau, puisqu'en fait, ils étaient en tête jusqu'à 1 minute 20 de la fin. Ils ont été les premiers à marquer, ils ont gardé un avantage durant tout le match, 14-13, et ça s'est joué à 1 minute de la fin. Donc voilà, sur un match, il fallait quand même le tenir. Nice a eu peut-être une troisième quart-temps, une troisième période où elle aurait pu aller, mais la défense de Grenoble n'a pas laissé passer, un ballon relâché, quelques fautes, voilà. Ça s'est joué sur des petites choses. Mais j'allais dire Grenoble, pour beaucoup d'entraîneurs, quand on en parlait, c'est vrai qu'on se disait, bon, rencontre Grenoble, c'est une victoire assurée. Je pense que là, après le match des Dauphins, il y a un certain nombre d'équipes qui vont se dire aller jouer à Grenoble, ça risque d'être un peu plus difficile que prévu. Et je pense que Grenoble peut jouer un peu les troubles faits justement dans la chasse à la dernière place en play-off. La donne est en train de changer. On va en parler parce qu'il y a un resserrement pour les places en play-off. Et puis les 2 derniers du championnat sont en train d'élever leur niveau de jeu. On va jeter un coup d'œil au classement et aux résultats, bien évidemment, de cette 7e journée. Juste pendant que les téléspectateurs vont découvrir cela, combien reste-t-il de journées avant les playoffs de ce championnat? Il reste 3 matchs pour les équipes à jouer, et donc, 3 matchs en moyenne, puisqu'il y a des équipes qui sont au repos régulièrement. Donc ça vous fait encore 3 grosses journées, 3 journées bien denses et bien intéressantes. Voilà. 3 journées pour se qualifier. Combien de clubs vont donc les 4 obtenir leur ticket? Donc les 4 clubs, les 4 premiers? Donc tout à fait. Donc les 4 premiers du championnat vont dans un système de play-off avec demi-finale et finale. Et derrière, les 2 derniers de chaque poule, puisqu'en fait il y a une zone nord et une zone sud, eux vont a priori jouer un match de barrage contre les champions de D2, de la zone nord et de la zone sud. Et c'est vrai que là ça joue sur un match, donc c'est pour ça qu'Amiens et les Centaures sont a priori barragistes cette année, puisqu'on ne voit pas comment ils pourraient sauver leur place. Non seulement ils ne sont plus maîtres de leur destin, mais il faudrait qu'ils enchaînent des victoires et que les autres perdent systématiquement. Donc pour les deux, ça sent vraiment les barrages. Les barrages, c'est jamais évident parce que vous rencontrez une équipe qui, elle, sort vainqueur de la D2, qui est plutôt dans une tendance positive, alors que vous êtes en fin de classement. Ça peut donner des choses intéressantes. Maintenant, on attend d'être sûr qu'il y aura des barrages cette année parce qu'il n'est pas impossible que le championnat élite l'an prochain, on rajoute 2 clubs pour donner un peu plus d'ampleur, un peu plus de niveau. C'est en discussion en ce moment, on le saura assez vite. Donc il n'y aura peut-être pas de barrage, mais en tout cas, s'il doit y en avoir, ça sera Amiens et les Centaures a priori. Et on jette un coup d'œil au résultat de la 7e journée du Casque Diamant. Vous le voyez, regardez, il y avait un autre match. C'est celui que l'on a choisi. C'était l'affiche de ce championnat. Le premier contre le 3e. Les Templiers d'Elancourt qui se déplaçaient du côté des Molosses. Le premier contre le 3e. Et les Templiers d'Elancourt ont subi leur première défaite de la saison, Thomas. Oui, c'est vrai que sur le match aller qu'il y avait eu à Elancourt, moi j'avais mis une petite pièce sur les Molosses. Je m'étais trompé parce que clairement les Templiers avaient fait une super deuxième mi-temps et avaient été remporter le match vraiment en améliorant leur niveau de jeu. La semaine dernière, les Templiers ont gagné en deuxième mi-temps contre les Kangourous alors qu'ils étaient menés 20-0 à un moment. Et là, ils étaient menés 14-0 à la mi-temps. Et c'est vrai que côté Templiers, on disait on sait qu'on peut revenir, on l'a déjà fait 2 fois. Mais là, la 3e fois, ça n'a pas marché. Pourtant, ça s'est joué vraiment à pas grand-chose ce match. On voit que le championnat est très serré, ça se joue vraiment à des tout petits détails en ce moment, le niveau. C'est vrai que la deuxième mi-temps commence par 2 grosses actions de la part des Templiers. Ils marquent, ils remarquent derrière un field goal, ils reviennent. Un field goal, c'est un field goal, c'est un coup de pied en fait qui passe entre les poteaux. Donc, c'est en fait quand vous êtes arrêté dans votre progression, mais que vous pensez pas trop loin quand même pour tenter le coup de pied. Donc vous tapez le coup de pied, si vous passez entre les poteaux, vous marquez 3 points. Donc un touchdown, c'est 6 points. Transformé 7, 3 points pour le coup de pied. Donc là, il y avait 14-9 et on s'est dit, tiens, le momentum est en train de changer, les Templiers vont peut-être pouvoir passer. Et bien pas du tout, c'est à ce moment-là que les Molosses ont accéléré. Et derrière, les Molosses avec Alexandre Laruelle et puis Dan Longine, leurs 2 receveurs, vont plus loin et gagnent le match. Et c'est vrai que ça a été un match assez... Voilà.
on aurait pu basculer, mais le momentum au final est resté mollos. On parle des molosses, ça me permet de faire une transition avec la breaking news du week-end en championnat de foot US en France. Le casque de diamant, la breaking news, c'est qu'il y aura un deuxième Français dans les universités américaines, puisque Gustave Guillou des Molosses, qui ont donc battu les Templiers d'Elancourt, a signé dans une université proche de Pittsburgh. Tout à fait, à Seton Hill, qui est une université d'équivalent en fait, de 3e division universitaire, parce que ça s'appelle la 2e, mais en fait c'est à peu près un équivalent de 3. C'est une super bonne nouvelle pour tout le foot français, parce que c'est vrai qu'Alexandre Marquignon, qui était à Sioux Falls, c'était déjà une très bonne nouvelle d'avoir un Français, parce que si on veut espérer à un moment passer le cap et envoyer un joueur en NFL, un deuxième joueur en NFL, parce que c'est arrivé qu'une seule fois dans l'histoire, c'était Richard Tarditz, et ça remonte aux années 80. Depuis, on a des joueurs qui ont été proches, mais on n'a jamais réussi à percer et à avoir un contrat NFL. Donc là, c'est vrai que pour Gustave Guillou, c'est vraiment une bonne nouvelle. Il a quel âge ? Alors, il est tout jeune, il était junior, il a fait la Coupe du Monde à Austin l'été dernier, donc il sort vraiment, c'est pour être en université, première année. Alors en plus, c'est quelqu'un qui l'année dernière a fait son lycée aux États-Unis, parce qu'après la Coupe du Monde à Austin, il a décidé d'aller tenter sa chance aux États-Unis. Et il a été champion de Louisiane l'an dernier, champion de l'État avec son lycée. Et donc c'est assez logique en fait qu'il se retrouve en université, parce qu'il avait déjà fait parler de lui lors de la finale qui avait été jouée à Nouvelle-Orléans. C'est plutôt une bonne nouvelle. Et puis, ça va être une belle aventure. Ouais, voilà, il fait une vraie aventure. Et puis en plus, il l'a fait par lui-même. C'est vrai que c'est intéressant parce qu'il n'est jamais passé par le pôle, il n'est jamais passé par la détection particulièrement. C'est quelqu'un qui a pris sur lui d'aller aux États-Unis, de prendre son bagage. Et on sait que ce n'est pas évident parce que les Américains, ils ne vous attendent pas. Et que pour les démarches, c'est moins évident. Après, je voulais juste faire un petit clin d'œil aussi à Selim Bekouche, qui est un 3e Français qui joue aussi aux États-Unis. Par contre, lui, il est en junior collège. En fait, c'est une sorte d'école prépa. Donc normalement, l'année prochaine, peut-être sera en université. Donc on aura peut-être 3 l'an prochain, 2 pour l'instant. Eh bien, ça promet pour le foot US français. On termine cette page foot US. Je vous rappelle que la page foot US, c'est tous les dimanches, bien sûr, avec Thomas Depape, le rédacteur en chef du magazine Force & Goal, le magazine du foot US en France. Tous les dimanches, on vous fait un point sur le championnat du casque de diamant. On termine cette page foot US avec des filles, parce qu'il y a eu hier le premier match de football américain en France qui opposait des filles. Tout à fait. Et ça s'est joué du côté de la Courneuve. C'était intéressant parce que c'est vrai que le foot US, justement, des fois on entend, c'est un sport violent, c'est un sport de mecs. On avait vu les filles en lingerie aux États-Unis alors là, pratiquer le foot US. Voilà. Là, elles étaient habillées. C'était la sélection Île-de-France face aux vice-championnes d'Allemagne, les Hurricanes. Oui, les Hurricanes, je relis ma note parce que Gressheim, la ville, je ne connaissais pas. Non, c'est vrai que c'était intéressant. Alors, comme vous disiez, il y a du football en lingerie aux États-Unis. Voilà. Ça n'a pas d'intérêt réellement sportif, même s'il y a du sport pratiqué. Là, l'intérêt, c'est que vraiment, des Françaises se sont retrouvées, ont décidé de faire une sélection régionale pour l'instant, parce qu'on n'a pas de championnat, on n'a pas assez de clubs qui peuvent le permettre. Alors évidemment, les Allemands l'ont gagné. Par contre, on a vu le premier TD français, d'une Française, puisque les Françaises ont eu la chance de pouvoir marquer une fois. Et c'est vrai que c'était assez plaisant. Et l'ambiance était chaude du côté de la Courneuve, avec un public qui était quasiment féminin à 70%. Alors c'était entrée gratuite et rose offerte pour les femmes. Mais je veux dire, c'était beau de voir ça parce que justement, ça change un peu de notre image de sport et ça prouve que c'est pour tout le monde et que tous les morphotypes et tous les gabarits sont là pour jouer. Voilà, donc, et c'est pas fini parce que l'équipe de Grenoble jouera également contre une équipe d'Île-de-France. Les Sparkles. Très prochainement, les Sparkles. Merci beaucoup Thomas Depape. Je rappelle que vous êtes le rédacteur en chef du magazine Force & Goal, magazine du foot US en France. Tous les dimanches, la page foot US, le casque de diamant, c'est le championnat de France. Ce sera bientôt les playoffs dans 3 journées. Pour l'heure, c'est le JT de la rédac en 3, 6, 5 secondes, bien sûr.